On a un bon exemple dans la région. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, allez discuter avec les mineurs marocains. On a fait venir des dizaines de milliers de mineurs marocains, alors qu'on savait que les mines devaient fermer dans la décennie, mais qu'il restait 10 ans de charbon à faire. Et on les a fait venir, pourquoi? Et c'est écrit tel quel dans un certain nombre de documents, pour éviter de grandes grèves, parce que les mineurs étaient très syndiqués à la CGT. Et donc on a fait monter les mineurs blancs, je vais dire, et vous mettez plein de guillemets à blanc, et on a mis au fond les mineurs marocains, et donc on a ainsi stratifié le monde de la mine. Donc il y a eu des choix économiques qui ont été faits, qui sont des choix de rentabilité à court terme, et qui stratifiaient eh bien, le monde du travail. Et ces 4 processus vont entraîner une autre dimension, qui va être la fuite des quartiers populaires de tous ceux qui pouvaient fuir. Tous ceux qui avaient la possibilité de fuir ont fui les quartiers populaires. Ne restaient que ceux qui étaient contraints de rester. Et en particulier, ça va avoir un effet qui n'est pas négligeable, c'est que quand on parle de mixité sociale, elle n'a jamais existé. La seule mixité qui a existé dans les quartiers populaires, au 19e, au 20e ou aujourd'hui, c'est la mixité entre la classe ouvrière, dans laquelle il y avait l'immigration, et le bas de la petite bourgeoisie. C'est-à-dire les instituteurs qui étaient eux-mêmes enfants d'ouvriers, etc. Ce qui va se passer avec cette dégradation, cette paupérisation des quartiers populaires et cette ghettoisation des quartiers populaires, c'est que même cette petite bourgeoisie va tendre à partir. Et donc, on va avoir une situation dans laquelle cette possibilité de rencontrer ceux qui étaient juste au-dessus, eh bien, disparaissait. Et encore une fois, cela n'est pas le résultat du hasard. Ça a été accompagné d'un certain nombre de choix de politique de logement. Historiquement, c'est une période dans laquelle on met en avant non pas l'amélioration des conditions d'existence en HLM, mais on met en avant l'idéal d'avoir sa petite villa. Et tous ceux qui pouvaient s'acheter le petit pavillon, eh bien, partaient pour le petit pavillon. Et c'était accompagné financièrement. Et donc, il y a eu une politique d'encouragement à la privatisation, à l'achat de logements privés, dans le même temps où on laissait donc une spécialisation sociale et ethnique d'un certain nombre de quartiers. Et c'est à ce moment-là que c'est tout ce contexte-là qui va déterminer, on va dire, les différents âges des tentatives de structuration et de lutte dans les quartiers populaires. Je voudrais juste les résumer en... J'ai encore un peu de temps? Juste les résumer en quatre âges. Le premier âge que j'appellerais, que je symboliserai par la figure du militant nationaliste. Et du militant nationaliste et du militant communiste. En gros, c'est la période, donc avant les indépendances, dans laquelle les quartiers populaires étaient globalement symbolisés par un parti communiste fort, avec des militants communistes persuadés porter l'avenir de l'humanité, avec beaucoup d'engagements sociaux, beaucoup d'activités sociales, etc. Et à côté, des militants issus de l'immigration, souvent analphabètes, mais qui sont investis sur la question de l'indépendance des pays d'origine et qui vont découvrir la vie associative, militante, au travers de cet investissement. Entre les deux, les liens sont à la fois des liens de convergence à certains moments, mais aussi des liens de tension particulièrement importants. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est ces points de tension. J'insiste là-dessus parce que le nom Passons-nous, je l'aime beaucoup. Je ne vous l'avais jamais dit, mais j'aime beaucoup ce nom. Je vous dirai après pourquoi. Ce point de tension, parce qu'il exprime bien l'histoire et l'héritage, parce que les points de tension, eh bien, vont être les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Et on va voir que les différents âges portent les mêmes points de tension. Premier point de tension, la question du paternalisme. Autrement dit, l'attitude d'un certain nombre de militants persuadés à avoir une culture politique d'en savoir plus, y compris sur les questions concernant les personnes, d'en savoir plus que la personne elle-même. Et donc avec l'idée que je vais t'expliquer c'est quoi ta vie, et je vais t'expliquer c'est quoi ton intérêt, et je vais t'expliquer c'est quoi la bonne lutte et la bonne revendication. Et donc cette dimension-là est déjà présente à l'époque. Discuter avec des cadres de cette période du mouvement nationaliste algérien, et ils vous diront, mais les meilleurs, c'était les communistes, mais ils nous énervaient. Je discutais toujours avec eux parce qu'ils nous disaient c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas ça qu'il faut mettre en avant, c'est autre chose avant. Et attention, tu vas perdre en mettant ça en avant. Je sais mieux que toi, écoute-moi, etc. Donc le paternalisme est une des dimensions importantes des points de tension. Le second point de tension, c'est la visibilité ou l'invisibilité. Autrement dit, nous savons qu'historiquement, enfin sociologiquement, nous savons que invisibilité
se conjugue toujours avec oppression et visibilité se conjugue toujours avec émancipation. C'est-à-dire que le degré d'oppression se mesure aussi à l'accès à une visibilité ou non. Et là, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que dès cette période-là, eh bien, la question de qui est visible, de qui parle, de qui est légitime pour parler, eh bien, elle se pose et elle est un des points de tension. Et bien entendu, le troisième point de tension, qui découle des précédents, c'est la question de l'autonomie. Est-ce qu'il y a besoin d'organisations spécifiques de cette population ou au contraire doit-elle se noyer dans les organisations déjà existantes? Cette question-là était posée. Encore une fois, il ne s'agit pas de l'autonomie pour l'autonomie. Ce n'est pas l'autonomie comme objectif. C'est l'autonomie contrainte. C'est l'autonomie parce que sinon, il va y avoir paternalisme, hiérarchie des revendications, etc. Second âge, je vais vraiment très vite, hein, second âge, mais n'hésitez pas dans le débat, second âge, l'âge du travailleur immigré, ou la figure du travailleur immigré. C'est les années 70. On est dans une période là où l'indépendance est acquise. On est dans une période dans laquelle ces travailleurs immigrés sont dans le constat lent. Hein, il n'y a pas de gens qui naissent militants comme ça, c'est long. Il faut d'abord que dans la vie s'imprègne notre condition sociale avant que ça se transforme en réflexion, etc. Ils vont se rendre compte de quoi? Ils vont se rendre compte, qu'ils ne sont pas dans n'importe quel type d'emploi, donc ils ne se sont pas intégrés de manière générale dans la société française ou de manière générale même dans la classe ouvrière, qu'il y a donc une tendance à la spécialisation ethnique de certains emplois. Être OS, c'était avoir une grande chance d'être issu de l'immigration portugaise, maghrébine ou d'Afrique subsaharienne dans la décennie 70. Et ils vont se rendre compte que les revendications des OS ne sont pas prises en compte ou sont au second plan de l'agenda des syndicats. Et on va se retrouver comme leurs prédécesseurs à l'époque nationaliste avec le même débat. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans les syndicats, mais en même temps les syndicats eh bien, ne mettent pas en avant ce qui fait l'oppression spécifique d'une partie de la population. Et là, on va avoir de nouveau, bien sûr, les mêmes points de convergence, mais aussi les mêmes points de conscience. 1, paternalisme. 2, la question de l'invisibilité ou de la visibilité. Et 3, la question de l'autonomie. D'accord. Donc, troisième image, troisième âge, la figure du marcheur citoyen. La grande marche pour l'égalité de 1983, mais attention de ne pas la déifier, la marche ne fait que visibiliser une nouveauté sociologique, un processus qui s'est imposé sociologiquement. Autrement dit, on a pensé une immigration en ne pensant pas les enfants, persuadé qu'on allait les faire rentrer. Il y a des textes qui montrent des projets de les faire rentrer. Giscard d'Estaing voulait faire rentrer en 5 ans 100 000 Algériens. Et c'est uniquement donc vous imaginez ce que ça veut dire, hein, 100 000 en 5 ans, c'est une déportation. Et donc ça a été réfléchi. Heureusement, le rapport de force n'a pas permis de le mettre en place, mais ça a été réfléchi. Et donc apparaît ces enfants qu'on n'a pas vu venir, qu'on ne voulait pas, parce qu'on pensait qu'ils allaient rentrer, eh bien, arrivent en 1983, c'est quand 83, c'est 20 ans après l'indépendance de l'Algérie. C'était essentiellement des Algériens. 20 ans après l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire quand, sociologiquement? C'est l'émergence d'une génération. C'est-à-dire c'est le moment où ces jeunes filles et ces jeunes hommes arrivent sur le marché du travail, le marché du logement, le marché de la formation, le marché de l'amour, et ils constatent quoi? Qu'ils ne sont pas regardés comme des Français comme les autres. Eux qui ont grandi avec cette image, on se bat pour l'égalité, mais c'est l'égalité de tous, se rendent compte qu'ils vivent une oppression supplémentaire qui est la question de discrimination. Le premier moment où dans cette société, on commence à parler de discrimination liée à l'origine postcoloniale, c'est en 83, dans les débats de 83. Ça n'est qu'après que le monde de la recherche va s'en emparer. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est pour ça que je l'ai appelé la figure du marcheur citoyen, c'est que ces jeunes vont investir cette lutte au travers de quoi? De nouveau, ils vont redécouvrir la nécessité d'espace collectif et de la structuration. Près de 400 associations se créent par le passage de la marche, puis de Convergence 84. C'est-à-dire que quand les marcheurs arrivent, ça débat, et les gens qui débattent disent « mais il faut qu'on crée une association ».
Après, elles vont être instrumentalisées, achetées, subventionnées de telle sorte qu'elles ne puissent pas rester autonomes. Mais il y a eu cette naissance-là qu'il faut prendre en compte. Et ils investissent le concept de citoyenneté. Autrement dit, ce qui est mis en avant, et même pour être plus précis, c'est parce que c'est une période trop peu étudiée, le concept de nouvelle citoyenneté. Pour la distinguer de la citoyenneté passive, de la citoyenneté qui consiste à aller voter. Et ça n'est qu'après qu'on voit des débats universitaires sur mettre du contenu à la notion de nouvelle citoyenneté, etc. Et donc on a, à ce moment-là, de nouveau, on va retrouver quoi? Paternalisme, c'est la grande rupture de 84. Lorsque Convergence 84 à Paris se termine par un discours disant « Eh, la gauche, vous arrêtez là, on est en train de se structurer et vous nous inventez SOS Racisme, vous nous inventez une association complètement parachutée, nous on parle de discrimination et vous nous dites « Touche pas à mon pote, j'aime qui je veux, etc. » Effectivement, nous aussi on est pour que tout le monde aime qui veut, etc. Mais ce n'était pas ça l'ordre des priorités dans l'agenda. De nouveau, donc, paternalisme, de nouveau, invisibilisation, et de nouveau, la question de l'autonomie. Dernier âge, la figure de la racaille, ou la figure de l'indigène, parce que ça a pris des noms différents d'un endroit à l'autre, qui est, en gros, l'âge dans lequel on va renvoyer aux personnes la responsabilité des révoltes et des colères qui naissent de leur propre oppression. Novembre 2005 est un bon exemple. Voilà 400 quartiers populaires qui se révoltent pendant 21 jours. Prenons la mesure de ça, parce que nous-mêmes, nous avons tendance à l'oublier. 400 quartiers populaires qui se révoltent pendant 21 jours, et on a des explications en termes de culture. Un ministre ose dire à la télé que c'est lié à la polygamie. Et on a des discours sur c'est lié aux dealers, etc. Autrement dit, on a là le plus grand mouvement social depuis, en termes de révolte urbaine, depuis la Commune de Paris. Ah, mais c'était en centre-ville, c'était pas 400 quartiers qui explosent. Depuis la Commune de Paris. Et ça ne provoque pas de choc, ni de débat national, ni de questionnement dans leurs instances de gauche, d'extrême gauche, syndicale, etc. Ça passe comme, et un an après, on fait comme si ça n'avait pas existé. Autrement dit, on a là, de nouveau, l'expression d'un paternalisme, d'une hiérarchie dans l'agenda où il n'y a pas de place pour les quartiers populaires, et de nouveau la question de l'autonomie. Je me souviens de ce jeune de Blanc-Ménil que j'interviewais à l'époque, et on me disait, mais pourquoi il y a cette révolte? C'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Et il me dit, mais on nous traite comme des sauvages, on se révolte comme des animaux. Quand on me dit qu'il n'y a pas de pensée politique dans les quartiers populaires, cette phrase résume, pour moi, un haut degré de conscience politique. Alors, en conclusion, que dire? N'ayons pas peur, il y aura toujours des militants dans les quartiers populaires. La question n'est pas de trouver des militants, elle est comment on fait pour que les militants le restent malgré la précarité, le reste malgré les épreuves, le reste malgré la difficulté de la vie militante, le reste malgré les débats et les conflits fratricides qui peuvent exister. Secondo, ayons en tête que l'enjeu, c'est d'organiser la partie de la population qui a le plus de mal à s'organiser parce que la plus précaire et la plus pauvre, etc. Et que donc, ne vivons pas comme un échec lorsque nous constatons que malgré nos efforts, c'est plus difficile, c'est plus long, etc. C'est logique. C'est l'inverse qui serait vrai. Si vous voulez organiser, je ne sais pas, le club des propriétaires de grandes villas, c'est plus simple, hein, ils ont plus de stabilité. Et donc, ayons ça en tête. Troisièmement, nous sommes devant un vieux problème, et bien entendu, personne n'a la solution, qui est la nécessité d'articuler le local et le national. On a connu... et même l'international. Mais si on structure le local et le national, on aura les éléments pour... on est passé de périodes de repli local où on disait mais le national, ça mène à rien, donc on va regarder vers notre quartier, etc., en oubliant le national. À d'autres périodes où on était dans le national et on sous-estimait le travail d'ancrage local, on n'a pas le choix. Nous sommes condamnés dans les quartiers populaires à articuler les deux bouts. Si vous pensez qu'au national, vous aurez des réunions avec des généraux sans troupes, voilà, des gens qui parlent, qui prétendent parler des quartiers populaires, mais qui eux-mêmes n'ont pas d'ancrage dans les quartiers. Mais si vous êtes dans le local, vous allez très vite vous confronter aux effets systémiques, c'est-à-dire qu'un certain nombre de décisions se prennent au niveau national et que le rapport de force doit se jouer également au niveau national. Et là, on n'a pas le choix, on ne sait pas comment faire, eh bien on inventera. On inventera. Autre conclusion, et j'en ai vraiment bientôt fini, autre conclusion, la question de la nécessaire articulation du politique et du culturel.
faisons attention à nous. Dans les quartiers populaires, l'impact de la violence est tel qu'il faut qu'on fasse attention les uns aux autres. Et il faut donc en même temps que l'on construit la radicalité des revendications, il faut en même temps construire les espaces de solidarité, les espaces culturels, les espaces où on prend plaisir d'être entre nous, les espaces qui font que la vie militante est aussi une vie qui nous apporte au quotidien et pas en attendant la grande victoire. Sinon, un certain nombre de gens vont être assommés par l'ampleur du travail et on va les perdre en cours de route. Et trop souvent, nous oublions ces deux pieds. Oui, on a besoin d'action militante, on a besoin de se structurer, on a besoin de revendiquer, mais pour le faire, on a aussi besoin d'espaces dans lesquels on se ressource, dans lesquels on apprend, dans lesquels on s'amuse, dans lesquels on se reconnaît, dans lesquels on s'aide. Et donc, tenir ces deux pieds sont deux éléments essentiels. Et je terminerai vous comprendrez pourquoi j'aime bien le mot « passons-nous », en tirant comme conclusion cette belle phrase de Nelson Mandela, « Ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous ». Merci. Merci beaucoup Saïd pour cet éclairage. Donc Naïma, sans tarder, n'hésitez pas à préparer vos interventions tout à l'heure en rapport avec ce qui a été dit pour qu'on puisse avoir un maximum de fluidité. Le temps est court, mais en même temps, je te rajoute aussi quelques minutes. Naïma, s'il te plaît, donc sans plus tarder, tu peux enchaîner. Et puis tout à l'heure, on prendra quelques interventions courtes et ciblées par rapport aux propos tenus par Saïd, que je remercie encore une fois. Alors, si j'ai bien compris, cher Saïd, tu vas nous quitter vers 11h. Non, 11h30. 11h30, bon, bah alors ça va, je suis à l'aise. Donc, oui. Donc, bonjour mesdames et messieurs, merci à la coordination nationale Passons-nous pour cette invitation. Et merci à celles et ceux qui ont partagé ce moment de convivialité que tu appelles de tes voeux, cher Saïd, hier soir autour des patrimoines des chanteuses de l'exil de l'immigration maghrébine. Voilà. Alors moi, je vais, en introduction, rendre hommage à Saïd parce que je fais partie aussi de cette génération, même si tu es un éternel jeune homme, qui ont regardé Saïd avec cette conviction que cela était possible, que nous devenions, nous également, acteurs de changement et aussi chercheurs. Et quand je débutais mes chères études d'histoire à l'université de Lille, il y a, j'ai honte de le dire, un peu plus d'une vingtaine d'années, seul Saïd Bouamama était pour moi ce qu'on appelle un peu à l'anglo-saxonne un rôle modèle. Il était comme moi du Nord, il était comme moi issu de cette histoire des quartiers populaires et de l'immigration maghrébine. Et à ce titre-là, au-delà de la qualité de ses travaux, ça a été, et je te le dis, et j'en profite puisqu'on se rencontre en chair et en os aujourd'hui, déterminant dans ma capacité à m'opposer à mes enseignants qui voulaient m'emmener vers des chemins de recherche qui ne m'intéressaient guère et où l'on m'expliquait que si je voulais faire carrière à l'université, je n'avais pas intérêt à travailler sur l'immigration et encore moins algérienne puisque mes travaux ont porté sur la dimension culturelle et l'expression artistique de l'immigration algérienne en France. Autant vous dire qu'on ne m'a pas accueilli avec des bouquets de roses. Et c'est parce que Saïd existait et existe toujours, je l'ai entendu ce matin, et il était bien seul, même si la querelle entre sociologues et historiens est une réalité académique, je me suis beaucoup identifiée en sa personne, dans son action militante et ses travaux. Donc je te remercie pour les conséquences que ça a eues sur mon engagement de chercheur et de militante. Ça, c'est dit. La deuxième chose aussi, pour articuler mon intervention en complément à cette démonstration que tu nous offres ce matin, cher Saïd, sur cette articulation et ces catégorisations qui naissent de ce pivot entre quartier et son histoire de peuplement, entre quartier et son histoire d'immigration, entre quartier et la question du fait colonial. Puisque longtemps, si je dois revenir de manière un peu épistémologique sur l'émergence au niveau académique d'une histoire de l'immigration, elle s'est faite, j'allais dire, un peu, on va dire qu'elle s'est mise en place à l'université après mai 68, dans un mouvement académique d'abord porté par la sociologie de l'immigration, bien sûr, Albano Cordero, Marie Stripier et bien d'autres en ont été les pionniers. Mais à leur côté, que dire de la grande figure tutélaire qu'a été Abdelmalek Sayad, le regretté Abdelmalek Sayad,
qui nous a dit, puisque nous le citerons encore, nous en sommes des lecteurs attentifs, il nous a dit également, immigrer, c'est immigrer avec sa culture. On a beaucoup nié à l'immigration, quelle qu'elle soit, coloniale ou pas, la dimension culturelle, émotionnelle, sensible, pour revenir sur cette question du sensible, et on a réduit souvent ces hommes et invisibilisé leurs femmes, et on n'a pas anticipé leurs enfants. On les a réduits à des machines-outils qui nourrissaient des slogans portés par l'extrême droite et donc le Front National. 1 million de chômeurs égale 1 million d'immigrés, CQFD. Si les immigrés rentrent dans leur pays, qu'est-ce que je l'ai entendu cette phrase ici dans le Nord, rentrent dans leur pays, eh bien il n'y aura plus de problème de chômage. Donc quand on réduit les hommes avec un grand H et leurs familles à des machines-outils, il est évident qu'en période de disette économique, ce qui est une réalité en France de manière, j'allais dire, lancinante depuis les années 70, on comprend aujourd'hui qu'on ne sort pas de cette quadrature du cercle. Je décide au début des années 2000, enrichi des travaux de mes aînés comme Saïd, de, j'allais dire, enrichir la lecture sociale et politique de cet angle mort qu'est la dimension culturelle et à travers elle, les pratiques artistiques, puisque la dimension culturelle ne se réduit pas à la pratique artistique, mais elle l'intègre. Et si je prends l'exemple de notre soirée de convivialité que tu appelles encore de tes voeux dans ta formidable démonstration, nous avons le droit à la fête et nous avons le droit à la convivialité pour des populations qui ne peuvent pas seulement être des bêtes de somme, comme cette caricature du travailleur immigré moustachu et coiffé du casque qui a inondé l'iconographie des années 70, où ces reportages qui étaient bienveillants, où on voulait documenter la présence immigrée, ne les réduisaient qu'à l'espace du travail. Moi qui ai l'opportunité de produire en tant que commissaire d'exposition un certain nombre, j'allais dire, de mises en espace d'une histoire de l'immigration dans des expositions de dimension nationale, quand je veux parler de ces périodes-là, je ne tombe que sur des images du monde du travail. Il y a un énorme travail à produire en termes de collecte d'archives privées, de type iconographique, récits de vie. Ce travail a été plus ou moins mis en œuvre il y a une grosse quinzaine d'années, mais là où le bas blesse, c'est l'absence de capitalisation. Et c'est au coup par coup, dans le cadre de production, j'allais dire, muséale, que, à mon humble niveau comme d'autres, j'ai essayé de provoquer cette capitalisation. Moi qui ai fait aussi mes classes au sein d'une structure qui malheureusement a disparu cette année, en décembre 2018, cette association qui s'appelle Générique et qui est le produit d'un travail d'abord militant, celui des comités Palestine et du mouvement des travailleurs arabes, ensuite d'aventures éditoriales comme l'hebdomadaire de l'immigration Sans frontières, et ensuite Baraka, et qui donna naissance autour du bicentenaire de la Révolution en 1988 et 89 à une grande exposition sur l'immigration, la première dans son genre, dans le second pays d'immigration au monde. C'est un peu tardif, vous le concéderez. Et cette structure associative, au sein de laquelle j'ai fait mes armes également au début des années 2000, m'a enseigné l'importance de ce travail exploratoire, archéologique, au sein des mémoires des luttes et de l'histoire de l'immigration, quelle qu'elle soit, mais également au sein des populations issues des anciennes colonies. Et quand on est dans cette narration et qu'émerge, après plusieurs années, la naissance d'un musée national de l'histoire de l'immigration en 2007, qui, je vous le rappelle, n'a été inauguré que sous la présidence de François Hollande. Donc vous voyez un peu la dimension et la considération qu'on a pu apporter à ce musée désargenté. Une question se pose à moi, cette institutionnalisation de l'histoire et de la mémoire de l'immigration qui s'est faite dans la douleur, qui s'est faite parce que des communautés issues des anciennes colonies et non pas de l'immigration ont porté le fer fort de cet héritage militant issu des nationalismes de l'entre-deux-guerres qui a accouché de ces indépendances, notamment en Afrique. Elles ont bénéficié et irrigué une narration sur d'autres populations tout aussi légitimes dans l'histoire de l'immigration, tant dans leur pertinence que dans leur volume.
Je parle par exemple d'une immigration comme l'immigration polonaise ou l'immigration italienne, qui, quand on prend le nord de la France, puisque j'ai la chance d'être ch'ti moi-même, n'est pas anodine quand on parle par exemple de l'histoire ouvrière du Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui des Hauts-de-France. Comment cela se fait qu'il a fallu attendre 2013 pour avoir une exposition d'envergure sur l'histoire de l'immigration polonaise en France? Si ces mobilisations, ces luttes des quartiers, portées par des héritiers des mouvements nationalistes et décoloniaux, n'avaient pas porté le fer pour un musée national, aurait-on eu des narrations sur des populations d'immigration européenne? J'en doute. J'en doute parce qu'on a beaucoup opposé entre le bon grain et l'ivraie les bonnes migrations des mauvaises, tout en aseptisant les discriminations et les crimes racistes qu'ont subis des migrations européennes de proximité. Je connais les travaux de Gérard Noiriel, même si nous ne sommes pas d'accord sur le fond, notamment sur la dimension postcoloniale de l'histoire de l'immigration. Ces travaux remarquables sur Aigues-Mortes et sur d'autres massacres comme ceux de Marseille sur les communautés italiennes s'inscrivent dans cette généalogie des luttes qui doivent irriguer la mémoire et l'histoire de l'immigration. Mais on ne doit pas les opposer aux luttes légitimes portées par des migrations liées au fait colonial qui complexifient les rapports de domination que tu as étudiés, cher Saïd. Dans ces rapports de domination, et je vais parler de mon point de vue de chercheur sur la question du fait culturel, il y a une autre dimension. Vous aurez remarqué qu'hier soir, nous avons chanté et dansé sur des chansons populaires. Qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas ce répertoire de chansons, ce sont des chansons écoutées, appréciées, transmises dans des familles ouvrières. Je ne vous ai pas proposé une animation autour d'un répertoire de musique savante arabo-andalouse qui trouve parfois sa place dans des institutions patrimoniales comme à la Philharmonie à Paris. Il ne s'agit pas pour moi d'opposer musique savante ici arabo-andalouse à la musique populaire. Je dirais simplement que si je voulais m'insérer dans une programmation, dans une institution patrimoniale d'envergure, Opéra de Paris, Philharmonie ou autre, on m'accueillerait de manière beaucoup plus bienveillante avec des répertoires de musique savante qu'avec les chansons de Dahman al-Harrachi ou le répertoire d'accordéon d'Yvette Horner. Pourquoi je vous parle de cette mise en parallèle des cultures populaires? Il ne faut pas essentialiser la question des cultures populaires. C'est une dispute franco-française d'opposer les cultures savantes, les cultures, j'allais dire, issues de ce qui est légitime, intellectuel, qui est le fait des élites, le bon goût, à ce qui serait trivial, populaire, sans, j'allais dire, sans mémoire et sans saveur. Et cette dispute sur le fait culturel de culture populaire et culture cultivée, forcément, comme l'opposition entre élite et mouvement ouvrier ou peuple, comme on pourrait dire quand on parle, je l'entends ici et là à propos des Gilets jaunes, qui serait donc illégitime, moi m'interpelle et vient s'ajouter comme une strate de discrimination et de relégation sur des problématiques multifactorielles. Les territoires, on est dans des territoires qu'on dit quartiers sensibles, zones prioritaires, comment dire, tu connais mieux que moi toutes ces labellisations des politiques de la ville. On est dans des questions liées à des populations qui sont invisibilisées, y compris culturellement. Donc hier, vous avez toutes et tous été subversifs parce que vous avez partagé et apprécié un moment de mise au pot commun patrimonial français des productions culturelles qui sont des productions culturelles qui n'existeraient pas si elles n'avaient pas eu lieu en France. Quand on vous chante Yaraya, avec laquelle nous avons terminé cette jolie soirée, toi l'exilé qui part, toi comme tant d'autres, tu rentreras, cet échec inexorable de l'exil, redécouvert et revisité par Rachid Taha, dans toutes les bonnes discothèques depuis 1, 2, 3 Soleil. C'est le disque, c'est The Disque. Ce disque passe-muraille qui a permis j'allais dire, à l'opinion publique de découvrir ces répertoires de l'exil, vous donnez une place à table à cette immigration et à leurs héritiers. Vous offrez un juste retour dans la photo de famille, dans cet album de famille français, à ces populations. Cela est vrai pour d'autres communautés issues d'autres migrations. Quand on ne reconnaît pas
cette dimension sensible, quand on ne veut pas aller à la rencontre et découvrir. Je ne suis pas une spécialiste de musique turque, mais je sais qu'au sein de la communauté turque, il y a des artistes qui s'installent en France, qui font vivre, qui créent et qui transmettent au sein de la diaspora les rites et traditions de la musique populaire turque. Que dire d'autres populations? On connaît un peu toutes ces images d'Épinal sur le bal musette qui naît de la rencontre des ouvriers du Faubourg Saint-Antoine, des accordéonistes italiens. Et encore, je dis on connaît. Tout le monde ne connaît pas, mais on va dire qu'on commence à le reconnaître et à le connaître. Les artistes, par définition, refusent les labels, sont dans l'hybride, dans le brassage et dans la rencontre. Et je pense que quand on travaille sur cette matière sensible du culturel et de l'artistique, on peut dire beaucoup des processus sociaux, des mouvements et de géographie humaine, et beaucoup d'un terroir qui peut se nourrir de ces pratiques artisanales, culturelles, artistiques, culinaires. Que dire? Aujourd'hui, quand vous allez en Midi-Pyrénées, on vous explique que le chapeau de paille artisanal est une spécialité du terroir. Se souvient-on qu'il a été importé par une piémontaise dans les années 20, qui s'installe et qui dynamise cet artisanat? Quand on a les exemples qui sont pléthores dans toutes les régions de France, c'est-à-dire cette histoire de peuplement, et c'est vraiment presque enfoncer une porte ouverte que de le dire, sont forcément au contact des populations qui viennent d'ailleurs, revisitent les repères culturels, le terroir et le patrimoine. Et le vivre comme une agression, je ne vais pas lancer le débat sur cette question du grand remplacement, mais quand on en est encore à convoquer ce fantasme du remplacement d'une population par une autre, c'est nier la porosité culturelle et toute sa dimension multifactorielle qui concerne l'histoire de peuplement d'un pays. L'immigration au sens contemporain du terme, dans sa dimension juridique, ne date que du 19e siècle. Avant, nous étions étrangers quand nous venions du village voisin. Vous imaginez, l'étranger, c'est celui qui venait du village d'en face. Cette histoire des mobilités qui fait qu'aujourd'hui, pour quelques dizaines d'euros, on peut aller très très loin en Europe ou dans le nord de l'Afrique. Moi, je suis assez ébahie qu'on ne revisite pas cette notion de l'étranger, sans revisiter la question aussi de la dimension juridique. Que dire des citoyens de confession juive ou, si on prend le cas de l'Algérie, spécifique en Afrique du Nord du point de vue des statuts juridiques, qui sont sur le papier français, mais de statut indigène, et qui sont vécus comme un ennemi intérieur, au même titre que les victimes de la catastrophe de la Shoah qui sont dénaturalisées durant la Seconde Guerre mondiale, eux qui sont français depuis des siècles. On se retrouve comme ça dans un pensé ou un impensé qui dirait qui est vraiment français et qui ne l'est pas. Et quand on convoque des problématiques où on ne nomme plus les choses, où on euphémise les choses, et tes travaux à ce titre, cher Saïd, nous inspirent, quand dans tes travaux sur la citoyenneté, quand tes travaux sur les mouvements beurre des années 80 nous expliquent ces glissements sémantiques du beurre à la racaille des quartiers, où on le territorialise, où on nous explique qu'on n'est pas raciste, puisqu'on ne convoque pas ses origines, qu'on pouvait entendre dans le label beurre, qu'on n'entend plus dans celui de jeunes de banlieue, de quartier, voire le statut de délinquant de manière atavique prend le pas sur la question des origines, et ou bien qu'on convoque la question cultuelle et donc la question de la pratique et des croyances dans l'espace public, pour ne pas les nommer des musulmans, pour dire mais nous on n'est pas racistes, on parle de religion, on ne parle pas de couleur de peau, de patronyme. Si vous êtes un gentil arabe, un gentil noir, qui n'est pas dans une pratique ostensible de votre religion, vous ne nous posez pas problème. Et ces glissements sémantiques, du point de vue de l'histoire, et notamment de l'histoire des représentations, doivent nous interroger sur la résurgence ou le continuum des stigmates, des marqueurs du fait de discrimination. Et l'histoire nous permet, cette discipline nous permet de mettre en lumière ce continuum discriminatoire entre des générations qui statutairement n'ont pas la même situation.
Aujourd'hui, moi qui suis née de l'histoire de l'immigration algérienne, je suis française. Je suis française de naissance. Je ne suis pas naturalisée parce que je suis d'origine algérienne. Je suis française de naissance. Ce n'est pas le cas de mes homologues nés au sein d'une famille d'origine portugaise ou d'origine marocaine. On est comme ça dans une évolution des statuts juridiques. Je ne vais pas revisiter la question du droit du sol qui va évoluer au gré des lois, notamment au tournant du début des années 90. Je dirais simplement qu'on n'est pas dans une dimension juridique, on est dans une dimension qui est de perception, qui est culturelle, et ce relativisme culturel qui rendrait certains plus délinquants que d'autres, qui rendrait certains plus inaptes à s'intégrer à notre pays ou à accepter la mythologie nationale qui fait de nous tous des descendants de nos ancêtres les Gaulois aux moustaches rousses et à la chevelure blonde. Donc vous voyez bien qu'on est dans une dimension qui est culturelle, qui est un imaginaire. Et nous devons revisiter collectivement, pour apporter ma pierre à l'édifice, puisque c'est une université des quartiers, je dirais que nous devons, pour pouvoir nous unir dans une démarche collective et nationale, pouvoir aussi investir cette question des imaginaires et des représentations. Quid de la place dans les représentations des quartiers? Cette représentation est-elle massive ou pas? Est-elle présentée sous ses attraits les plus réalistes, ou est-elle caricaturée en bien ou en mal? Je ne compte plus les prix qui récompensent les talents des cités, les entreprises des cités, les danseurs des cités, le meilleur couscous de la cité. C'est-à-dire que c'est devenu un label aussi un peu de marketing qui nous permet de dire on est les gentils de la cité ou bien on est les méchants de la cité. Et là, c'est tous les mots sociaux qui sont une réalité, qui sont concentrés dans ces espaces, mais dont le coupable idéal est celui qui y vit et non pas celui ou ceux qui prennent les décisions qui produisent ces catastrophes urbaines. Quand on s'intéresse à la dalle du Mirail à Toulouse, on se demande quel est l'échelon de responsabilité sur ce qu'est le Mirail aujourd'hui en termes de délinquance, de règlement de compte, de chômage, de non-accès à la démocratisation culturelle, à la question de l'ascension sociale, la surmortalité des jeunes dans le quartier. Donc à un moment donné, on veut bien chercher des coupables, mais dans ces cas-là, il faut interroger toutes ces strates de responsabilité. Et pour ne pas mobiliser la parole, ça va, j'ai quelques minutes, je pourrais même vous chanter une chanson. Je vous dirais que quand vous prenez la peine de vous intéresser à des choses qui paraissent anodines, la valise en carton d'un aïeul qui contient des disques, des magazines de Pif Magazine, des disques de Sylvie Vartan, Claude François, Noura d'Ahmed Al-Harrachi, Linda de Souza, peu importe. Rika Zaraï, ça c'est pas mal, Rika Zaraï. Ces chansons populaires. Quand on s'intéresse, tu parlais de nos amis de la mine, quand on s'intéresse à cette empreinte sensible de cette vie ouvrière et qu'on la porte comme un objet légitime de patrimoine, quand on fait patrimoine avec les cultures ouvrières dans toute leur pluralité, d'où l'importance des musiques des diasporas, des musiques de l'immigration, aussi dans ces cultures populaires. Je vous donne une anecdote pour terminer. Il y a une machine qui s'appelle le Scopitone. C'est un jukebox en images. On pouvait choisir des clips. Pour les plus jeunes d'entre vous, comme moi, vous n'avez pas eu cette chance de mettre la pièce de 1 franc dans la petite machine pour avoir un clip. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les Scopitones, tous les clips que vous connaissez de Richard Anthony, Belle, belle, belle de Claude François, Retiens la nuit de Johnny Hallyday, toutes ces chansons, ces clips de ces chansons sont des Scopitones. On a eu l'équivalent pour l'immigration maghrébine. Pourquoi? Parce que, pour des raisons historiques et juridiques, les seuls, en dehors des Français, à détenir des licences de débit de boisson, la licence 4, sont les Algériens, les Portugais et les Suisses. Le maillage de café algérien était tel qu'il a pu accueillir ces machines. Et dans ces machines, quand on fait une analyse sérielle de la consommation des clients en termes de clips, dans le top 3, il y a l'enterrement d'Oum Kalsoum et il y a le boulanger de Fernand Reynaud et il y a
Caprice, c'est fini d'Hervé Villard. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que l'immigré maghrébin et son copain, l'ouvrier, qu'il soit franco-français, franco-polonais, franco-portugais, peu importe, consomment la musique ensemble et consomment des musiques qui leur rappellent leur pays d'origine, qui leur parlent de leur nostalgie, de leur expérience personnelle, mais aussi des chansons d'amour, mais aussi la culture populaire que tout à chacun peut s'approprier aujourd'hui. Ils sont, j'ai envie de dire, des personnes comme les autres. Et c'est cette banalité, cette aspiration, comme le disait Mohamed Meshmash en introduction de cette matinée, cette aspiration au droit commun, à vivre comme tout le monde, à être pris en considération dans l'espace public, dans les politiques publiques, non pas spécifiques, mais de droit commun, parce qu'il ne faut pas vous leurrer. Ne pensez pas que parce que demain on va mettre un terme au guichet de la politique de la ville, vous aurez moins d'argent pour agir dans les quartiers. C'est parce que vous allez revenir au guichet commun qu'il y aura plus de moyens. Parce qu'autant vous dire que les crédits alloués à la politique de la ville sont ridicules par rapport à ce qui se fait à d'autres problématiques plus transversales. Donc à force de, j'allais dire, produire des politiques publiques spécifiques, des lieux spécifiques, des territoires spécifiques comme des réserves d'Indiens, m'ont dit certains de mes interviewés, on devient cette population qu'on ne veut pas voir, qu'elle soit ouvrière, d'origine immigrée ou pas, qu'on met à la périphérie, même si symboliquement, elle n'est à la périphérie, mais qu'elle habite au centre-ville. On peut prendre l'exemple des quartiers nord de Marseille. Il ne s'agit pas juste de parler de relégation à distance géographique. Donc, cette distance symbolique, on va la combler à coups de karaoké, de conférences, de films documentaires, de films de fiction, de poèmes, de poésie, de combats pour les droits. Et je pense qu'il ne faut pas vider de sa dimension politique les cultures populaires. À ce titre, je remercie les artistes qui mobilisent ce travail de patrimoine. Je sais ici qu'on a nos amis à l'époque, Saïd et ses copains qui ont fait ce travail de se réapproprier dans les cultures urbaines ces répertoires. On a nos amis à Toulouse de Moussé Hakim qui font un travail extrêmement important et qui font découvrir à la France entière ces répertoires de l'immigration, qu'ils soient d'Europe ou du Maghreb. On a d'autres comme Feu le regretté Rachita, qui l'a fait à son échelle, merveilleusement bien ces dernières décennies, et d'autres artistes encore comme Samira Bramia hier soir. Je m'arrêterai là. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. On en profite pour saluer nos amis de Toulouse qui viennent d'arriver. On espère que ça s'est bien passé. Ils ont traversé la France pour nous rejoindre et on les accueille. On peut les applaudir et applaudir tous ceux qui sont venus des autres régions de France. Merci à tous les deux pour cet exposé extrêmement riche. Donc je vous propose d'intervenir avec un mini cahier des charges. Vous vous présentez, vous faites une intervention synthétique, vous intervenez en rapport avec le propos, en rapport avec les détails qui ont été ventilés dans l'exposé. Je vais prendre des notes parce que je suis apparemment aussi rapporteur de ce qui doit être dit. Je vais essayer.